Le jet privé descendit à travers les nuages, fendant l'air humide de l'Afrique de l'Ouest comme un couteau d'argent. À l'intérieur de la cabine, qui sentait le cuir et le scotch coûteux, était assis le prince Kilo, l'héritier du trône d'Oku. Il regardait par le hublot, observant l'approche des forêts verdoyantes et de la ville tentaculaire d'Oku. Il ajusta ses boutons de manchette, en platine pure incrustée de diamants, valant plus que ce qu'un village typique gagnait en une décennie. Kaou n'était pas seulement un prince par le sang. Il était devenu un prince par la sueur il y a 10 ans. Il avait quitté Oku avec rien d'autre qu'une valise et une bourse d'études. Le royaume était alors en faillite. Son père, le défunt roi, était mort en laissant des dettes, et sa mère, la reine Nala, était restée vulnérable. « Pars, mon fils », lui avait-elle dit à l'aéroport il y a 10 ans, le visage trempé de larmes. « Pars et conquiers le monde. Sauve notre famille. Sauve notre dignité. » Et c'est ce qu'il fit. Kaou alla à Londres, puis à New York. Il conquit Wall Street. Il bâtit un empire technologique. Il devint milliardaire en dollars, pas seulement en monnaie locale. Mais il n'oublia jamais son pays. Chaque mois, avec la régularité d'une horloge, il envoyait un virement important au palais. 50 000 $, parfois 100 000 $. Pour maman, écrivait-il en référence. Donnez-lui le meilleur. Rénovez ses appartements. Achetez-lui la plus belle dentelle. Assurez-vous qu'elle mange comme la reine qu'elle est. Il envoyait l'argent à son oncle, le régent Jomo, l'homme qui occupait le trône jusqu'au retour de Kaou. L'oncle Jomo renvoyait des photos. Des photos du palais rénové. Des photos de banquets. Des photos de la reine Nala souriante. Bien que les photos fussent toujours un peu floues, un peu lointaines. Elle est heureuse, disait l'oncle Jomo au téléphone. Elle vit au paradis, mon fils. Elle prie pour ton retour. Et maintenant, le moment du retour était arrivé. Kilo était de retour, non seulement pour prendre sa couronne, mais aussi pour prendre femme. Son mariage avec la fille d'un noble de la tribu voisine était prévu pour demain. Une union pour consolider son règne. Le jet toucha le sol. Dans un crissement contre le tarmac, le cœur de Kaou martelait sa poitrine. Il n'était pas nerveux pour la couronne. Il n'était pas nerveux pour le mariage. Il brûlait d'envie de la voir, elle, Nala, la femme qui avait vendu ses bijoux pour lui acheter son premier billet d'avion. Les portes s'ouvrirent. La chaleur d'Oku s'engouffra, familière et épaisse. Un tapis rouge attendait au bas de l'escalier. Les tambours gomme battaient. Des danseurs en jupe de raffia se déhanchaient au rythme de la musique. Et là, debout au bout du tapis, se tenait l'oncle Jomo. Il était magnifique, drapé dans des épaisseurs de velours violet, portant une coiffe ornée de perles de corail. Son ventre avait grossi, preuve d'une vie de luxe, preuve de l'argent de Kaou. Kaou descendit les marches, ses mocassins italiens étincelants. Il serra son oncle dans ses bras. « Bienvenue à la maison, grand lion. » Tonna Jomo d'une voix mielleuse, son large sourire n'atteignant pas ses yeux. « Où est-elle » demanda immédiatement Kaou, regardant par-dessus l'épaule de Jomo, scrutant la foule de dignitaires. « Où est mère » Jomo rit en tapotant le dos de Kaou. « Ah, le fils impatient. Elle se prépare, Kaou. Elle est au spa royal pour se faire coiffer. Elle veut être parfaite pour son fils milliardaire. Tu sais comment sont les femmes. » Kaou sourit, un sentiment de soulagement l'envahissant. Il l'imaginait assise dans une pièce de marbre, choyée, sentant la lavande et le beurre de karité. « C'est bien, » dit-il. « Elle le mérite. J'ai envoyé 1 million supplémentaire le mois dernier pour la nouvelle aile. L'as-tu construite ?»« Bien sûr, répondit Jomo d'un geste de la main, guidant Kilo vers une Rolls-Royce qui attendait. C'est magnifique. L'aile de la reine fait l'envie de toute l'Afrique. Le convoi traversa la ville. Kaou observait les rues. Il voyait de nouvelles routes. Il voyait de nouveaux bâtiments. Mon argent a fait ça, pensa-t-il avec fierté. J'ai sauvé mon royaume. Ils arrivèrent aux portes du palais. Les lions d'or qu'il avait payés montaient la garde. Les murs étaient fraîchement peints. Des fontaines projetaient de l'eau dans les airs. C'était un paradis. Exactement ce pourquoi il avait payé. Va te reposer, mon prince, dit Jomo alors qu'ils entraient dans le grand foyer. La répétition du mariage est dans 2 heures. Ta mère nous rejoindra au banquet ce soir. Elle se repose en ce moment. Laisse-la dormir. Kaou acquiesça. Il était épuisé par le vol. Il se rendit dans son ancienne chambre, qui avait été transformée en une suite digne d'un dieu. Drap de soie, robinet en or, climatisation bourdonnant silencieusement. Mais alors qu'il s'allongeait sur le lit, il ne parvenait pas à dormir.
Un sentiment étrange lui rongeait les tripes. Une intuition de fil. Pourquoi n'était-elle pas à l'aéroport? Nala aurait traversé le feu pour le retrouver. Rendez-vous chez le coiffeur ou non, journée au spa ou non, elle se serait tenue sur ce tarmac. Kaou se redressa. Quelque chose ne va pas, chuchota-t-il. Il quitta son costume, enfila une simple tunique et ouvrit sa porte. Il n'appela pas les gardes. Il voulait lui faire une surprise. Il voulait se rendre lui-même dans la nouvelle aile de la reine. Il marcha à travers les couloirs dorés. Les serviteurs s'inclinaient profondément sur son passage. Mais il remarqua une chose lorsqu'il demanda le chemin de l'aile de la reine, les serviteurs semblaient terrifiés. Ils pointèrent vaguement vers l'arrière du palais, évitant son regard. Kaou dépassa la salle de banquet. Il passa devant la piscine. Il atteignit l'arrière du domaine du palais, là où la nouvelle construction était censée se trouver, mais il n'y avait aucune nouvelle aile. Il n'y avait qu'un mur à moitié terminé couvert de mousse. Des matériaux de construction abandonnés pourrissaient dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Kaou fronça les sourcils. J'ai envoyé des millions. Il continua de marcher vers les anciens quartiers des domestiques. La zone où les ordures étaient entreposées. La zone où s'écoulaient les eaux usées du palais. Il avait plu abondamment cet après-midi-là. Le sol était un marécage de boue rouge et de vases noirs. L'odeur était fétide. Et là, derrière le mur brisé du local du générateur, Kaou vit un tas de haillons. Cela ressemblait à une pile de linge jeté, gisant directement dans la boue. Sous l'avant-toit dégoulinant d'un toit en tôle, il s'approcha. Pensant que c'était un mendiant qui s'était faufilé à l'intérieur, pensant qu'il appellerait la sécurité pour aider cette pauvre âme. Bonjour, lança Kaou, en s'avançant. Dans la boue, ruinant ses chaussures. Le tas de haillons s'agita. Une tête se leva, les cheveux emmêlés de saleté, la peau fine comme du papier. Les os saillaient comme les branches d'un arbre mort. La silhouette se tourna et Kaou s'arrêta de respirer. Les yeux étaient enfoncés. Le visage était vieilli par 20 ans de souffrance. Mais il connaissait ses yeux. Il connaissait ce visage. Kaou. La voix était un murmure craquelé. Est-ce mon Kaou? Ou suis-je encore en train de rêver? Les genoux de Kaou frappèrent la boue dans un éclaboussement. Il ne se souciait plus de la soie. Il ne se souciait plus de l'or. Il fixait la femme dormant dans l'ordure, alors que ses millions avaient servi à construire des fontaines dans la cour avant. Maman? S'étrangla-t-il, le mot lui déchirant la gorge. Elle tendit une main croûtée de boue séchée, tremblante de faiblesse. Mon fils, pleura-t-elle. Tu es revenu. Je leur avais dit. J'avais dit à Jomo que tu viendrais avant que la faim ne m'emporte. Le piège était refermé. Le prince était revenu dans un palais de mensonges, et le conflit qui s'apprêtait à éclater allait faire trembler les murs d'Oku. Kaou s'agenouilla dans la vase. Son costume de luxe s'imbibait de la crasse des égouts, mais il ne sentait rien d'autre que le corps tremblant de sa mère. Elle sentait la pluie et la pourriture. Le parfum de l'abandon. Maman, murmura-t-il en écartant les cheveux emmêlés de son visage. Qui a fait ça? Qui t'a mise ici? Avant de continuer, merci de me faire savoir en commentaire de quel pays vous regardez. Nala agrippa ses revers avec des doigts semblables à des griffes, ses yeux jetant des regards terrifiés aux alentours. Chut, mon fils, siffla-t-elle. Si Jomo t'entend, il va me battre. Il dit qu'il m'est interdit de parler au prince. Te battre. Les mots frappèrent Kaou comme un coup physique. Son oncle, l'homme qu'il avait serré dans ses bras une heure plus tôt. L'homme qui conduisait une Rolls-Royce achetée avec l'argent de Kaou battait la reine. Mais j'ai envoyé de l'argent. La voix de Kaou se brisa. Des millions, maman. J'ai envoyé de quoi construire un palais dans le palais. Tu n'as rien reçu? Nala rit, un son sec et sifflant qui secoua sa poitrine frêle. De l'argent? Kaou, j'ai mangé des épluchures de manioc rassis pendant 5 ans. Jomo disait que le royaume était fauché. Il disait que tu nous avais oubliés. Il disait que tu avais cessé d'envoyer de l'argent. Il disait que tu avais honte de ta mère de village. Kaou ferma les yeux. Une unique larme brûlante traça un sillon à travers la boue sur sa joue. La trahison était absolue. Ce n'était pas seulement un vol. C'était un meurtre de l'âme. Jomo n'avait pas seulement volé la fortune, il avait volé l'amour entre une mère et son fils. Il avait dépeint Kaou comme un méchant aux yeux de sa propre mère, tout en vivant comme un roi grâce à la sueur de Kaou. Je ne t'ai jamais oublié, jura Kaou, sa voix descendant vers un grognement guttural dangereux. Et je vais leur rappeler qui je suis. Il n'appela pas à l'aide. Il ne cria pas après les gardes. Il souleva sa mère dans ses bras. Elle ne pesait rien, plus légère qu'un sac de feuilles sèches.
Une femme qui portait autrefois la dignité du trône, maintenant réduite à un squelette. Kaou se leva, la boue dégoulinant de ses vêtements, et commença à marcher. Pas vers les quartiers des domestiques, mais vers le palais principal. Non, Kaou. Nala paniquait, se débattant faiblement. Tu ne peux pas m'emmener là-bas. Je suis sale. Les invités, le mariage. Jomo a dit que j'étais une folle. Il a dit à la cour que j'avais l'esprit de démence. C'est pour ça qu'il m'a enfermée, pour protéger le trône. Folle. Kaou resserra sa prise. Nous verrons bien qui est fou. Il sortit de l'ombre du local du générateur pour entrer dans les jardins manucurés. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres dorées sur la pelouse. Les serviteurs qui allumaient les torchers se figèrent. Ils fixaient leur prince doré couvert de crasse, portant la créature qu'on leur avait ordonné d'ignorer. Baissez les yeux, ordonna Kaou, sa voix résonnant dans tout le jardin. Si vous la regardez avec autre chose que du respect, je vous arrache les yeux. Les serviteurs tombèrent face contre terre, tremblants. Kaou fit irruption dans le grand foyer, le sol de marbre claquant sous ses chaussures boueuses. Il alla droit à l'ascenseur et emmena sa mère dans la suite royale, sa suite. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et la déposa délicatement sur les draps de soie. Le contraste était déchirant, la boue tachant le tissu blanc immaculé. L'or contre la saleté. Repose-toi, lui dit-il. Allant dans la salle de bain, il remplit une bassine d'eau tiède et apporta une serviette douce. Il commença à la nettoyer, essuyant la crasse de son visage, essuyant les années de souffrance de ses mains. Mais la complication marchait déjà dans le couloir. Des bruits de pas lourds, des voix en colère. La porte vola en éclats et le régent Jomo entra précipitamment, flanqué de 4 gardes armés. Le visage de Jomo était tordu dans une fausse inquiétude, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. « Kaou » cria-t-il. « Que fais-tu ? Éloigne-toi de cette chose. » Kaou se leva en tenant la serviette sale. Il se tourna vers son oncle. La température de la pièce chuta de 10 degrés. « Cette chose, dit doucement Kaou, est ta reine. »« C'est une folle, déclara Jomo, s'avançant et jouant son rôle à fond. Elle a perdu l'esprit il y a des années. Kaou, elle mange de la boue. Elle hurle à la lune. Je l'ai gardée à l'arrière pour sauver sa dignité, pour sauver ta réputation. Imagine le scandale si les investisseurs la voyaient ainsi. »« Tu mens, dit Kaou. Elle m'a raconté. Elle m'a parlé de la fin. Elle m'a parlé des coups. » Jomo marqua une pause, ses yeux glissant vers les gardes pour vérifier leur loyauté. Puis il sourit, un sourire gras et confiant. « Et tu crois une folle plutôt que ton régent, Kaou ? Le stress du mariage te monte à la tête. Regarde-la. » Il désigna Nala qui grelottait sur le lit. « Elle délire. »« Garde » trancha Jomo. « Ramenez cette pauvre femme à ses quartiers. Le prince doit s'habiller pour le banquet. La famille de la mariée arrive. Nous ne pouvons pas avoir cette puanteur ici. » Les gardes s'avancèrent, hésitants, mais se dirigeant vers le lit. « Faites un pas de plus, » prévint Kaou. Il ne haussa pas la voix. Il ne prit pas de position de combat. Il se tenait simplement là, dégageant la puissance d'un homme qui possédait l'air même qu'il respirait. « Et j'achèterai votre village entier pour le raser par le feu. » Les gardes se figèrent. L'argent parle plus fort que la loyauté à Oku. Et Kaou était l'argent. Jomo vit l'hésitation et la complication s'intensifia. Il réalisa que Kaou n'était plus le garçon naïf parti il y a 10 ans. C'était un requin. Jomo changea de tactique. Il fit signe aux gardes de reculer. « Très bien, » soupira Théil. « Tu es émotif. Garde-la ici pour ce soir. Nettoie-la si ça te chante. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna, sa voix tombant dans un murmure. « Mais souviens-toi, Kaou, demain c'est le mariage. Le roi de la tribu voisine amène son armée en guise d'invité. Si tu annules, si tu fais une scène, ils y verront une insulte. Ils attaqueront Oku et tu seras le roi d'un cimetière. Je tiens l'armée. Je tiens les alliances. Toi, tu ne tiens qu'un chéquier, et les chéquiers n'arrêtent pas les balles. Alors, joue ton rôle. Souris au banquet, où ta mère ne dormira pas seulement dans la boue. Elle dormira dessous. » Jomo claqua la porte, laissant Kaou seul avec sa mère terrifiée. Le piège était tendu. Jomo avait le pouvoir physique. Il avait le levier politique et il avait des otages. Kaou regarda sa mère. Puis il regarda son reflet dans le miroir. Le costume de milliardaire était ruiné, mais l'homme à l'intérieur venait de s'éveiller. Il prit son téléphone, le téléphone satellite qui le reliait à son empire à New York.
Passez-moi l'équipe de sécurité, murmura-t-il dans l'appareil. Pas les gardes du palais, mon équipe à moi, les prestataires privés. Et ramenez l'hélicoptère. Le conflit avait commencé. Jomo pensait jouer aux échecs avec un enfant. Mais il ignorait que Kaou n'était pas venu pour jouer. Il était venu pour saisir les gages. La grande salle du palais était une mer de couleurs. Des dignitaires de cette nation étaient assis à des tables rondes, mangeant du riz jollof garni de feuilles d'or, buvant du champagne qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un enseignant. Le régent Jomo siégeait à la table d'honneur, ressemblant à une grosse araignée dans une toile de velours. Il riait, serrait des mains, jouant le rôle du souverain bienveillant. Mais ses yeux ne cessaient de lorgner les lourdes portes en chêne, attendant le prince. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre les 5000 abonnés. Votre abonnement serait vraiment apprécié. Merci beaucoup. Les portes s'ouvrirent à la volée. Les trompettes sonnèrent, mais leur son semblait grêle, nerveux, comme si les musiciens savaient que le sang flottait dans l'air. Le prince Kaou entra. Il ne portait plus le costume boueux. Il était vêtu de la tenue traditionnelle, une tunique de damas blanc, une coiffe de velours noir, mais il ne portait aucun bijou, aucune chaîne en or, aucun bouton de manchette en diamant. Il semblait dépouillé, comme un guerrier se préparant à une lutte dans la poussière. La foule l'acclama, ignorante de la guerre qui se jouait en coulisses. Kaou marcha jusqu'à la table d'honneur, son visage étant un masque de calme. Il salua les rois en visite. Il salua la mariée, une belle jeune fille nommée Amara qui semblait terrifiée. Et enfin, il salua Jomo. Jomo se pencha, attirant Kaou dans une fausse étreinte. « Bon garçon » murmura-t-il à l'oreille de Kaou. « Tu t'es bien pomponné. As-tu bien enfermé la folle ? Souviens-toi, au moindre faux pas, les médecins lui donneront accidentellement trop de sédatifs ce soir. » Kaou se recula. Son sourire était froid, plus tranchant qu'un rasoir. « Je me souviens de tout, mon oncle. J'ai une mémoire de disque dur. » Jomo fronça les sourcils, déstabilisé par la métaphore, mais il se leva en faisant tinter sa cuillère contre son verre. Ping, ping, ping. Mes seigneurs, mesdames, tonna la voix de Jomo. Ce soir, nous accueillons notre fils prodigue. Le prince Kaou est revenu du pays de l'homme blanc. Il est revenu pour apprendre à être un vrai roi sous ma direction. Humble tutelage. La foule applaudit poliment. Il a vu le monde, continua Jomo. Mais il s'est cocu et ça demeure. Et grâce à ma gestion prudente de ses contributions, Oku est plus prospère que jamais. Portons un toast. Jomo leva son verre vers le prince et vers son obéissance continue aux traditions. Au prince, fit la foule en écho. Kilo se leva. Prenant le microphone, l'effet Larsen siffla légèrement, coupant les applaudissements. Merci, mon oncle, dit Kilo. Sa voix était calme, amplifiée, remplissant la salle caverneuse. Vous parlez de votre gestion prudente, et vous parlez de tradition. J'ai un cadeau pour vous et pour tous nos invités, une présentation de l'endroit où l'argent est allé. Jomo sourit, pensant que Kaou avait préparé une vidéo hommage. Ah, merveilleux. Il se rassit, croisant les bras. Kaou sortit une petite télécommande de sa poche. Il ne la pointa pas vers l'écran. Il pressa un unique bouton rouge. L'écran géant du projecteur derrière la table d'honneur s'alluma en vacillant, mais il ne montra pas de photos de nouvelles routes. Il ne montra pas d'école. Il afficha un relevé bancaire, un immense tableur détaillé projeté en haute définition pour que chaque roi et ministre puisse le voir. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Jomo en plissant les yeux. « Ceci, » annonça Kaou, « est le registre royal. À gauche, l'argent que j'ai envoyé. 50 millions de dollars sur 10 ans. À droite, là où il est allé. » L'écran défila, des rangées de données défilant à toute vitesse. 5 millions pour les domaines privés de Jomo à Dubaï, 3 millions sur des comptes suisses, 2 millions pour une collection personnelle de Rolls-Royce. La foule eut un tôt le cœur. Des murmures éclatèrent comme un feu de brousse. « Et pour l'aile de la reine » demanda Kaou. L'écran changea, affichant un flux vidéo en direct. C'était un plan granuleux en vision nocturne, mais assez clair. Il montrait le mur abandonné, le marécage et le local du générateur. « 0, dit Kaou. Il avait dépensé $0 pour la reine. Jomo bondit, le visage pourpre de rage. « Éteignez ça » hurla-t-il. « C'est un mensonge. C'est un deepfake. Il utilise de la magie informatique. Garde, saisissez-le. Il essaie d'usurper le trône. » Les gardes royaux, au nombre de 20, postés le long des murs, dégainèrent leurs épées et leurs armes. Ils hésitèrent une seconde, regardant l'écran,
regardant le prince, mais Jomo était celui qui payait leur salaire. Ils s'avancèrent, entourant la table d'honneur. « Arrêtez-le !» Jomo pointa un doigt tremblant vers Kaou. « Emmenez-le au donjon et tuez la vieille femme. » La mariée hurla. Les dignitaires plongèrent sous les tables. Le chaos éclata. Les gardes de Jomo chargèrent Kaou, armes levées. Kaou ne bougea pas. Il ne scia pas. Il tapota simplement son oreille, où une petite oreillette sans fil clignota. « Maintenant, » murmura-t-il. « Écrasez-les. » Les vitraux de la grande salle volèrent en éclats vers l'intérieur. Des cordes descendirent du plafond et des silhouettes vêtues de tenues tactiques noires descendirent en rappel. Rapides, silencieux, mortels. Au même instant, les portes latérales volèrent en éclats. D'autres hommes en équipement noir affluèrent. Ils ne portaient pas d'épée. Ils portaient des tasers perfectionnés et des fusils paralysants. Ils bougeaient avec la précision d'une machine. « Qu'est-ce que c'est » hurla Jomo, se terrissant derrière sa chaise. « Ceci, » dit calmement Kaou, « est ce qu'1 milliard de dollars permet d'acheter. Voici les Black Mamba. Ma sécurité privée. » La confrontation fut courte. Les gardes du palais de Jomo étaient des brutes habitués à battre des villageois désarmés. Les hommes de Kaou étaient des professionnels. En 30 secondes, chaque garde du palais était au sol, ligoté avec des cercables et désarmé. Pas une seule goutte de sang ne fut versée, juste une neutralisation efficace et brutale. La salle tomba dans un silence stupéfait. Les seuls encore debout étaient Kaou et son armée d'ombre. Kaou contourna la table, s'approchant de Jomo qui tremblait désormais, acculé contre le mur. « Tu as dit que l'échiquier n'arrêtait pas les balles, » dit Kaou, dominant son oncle de toute sa hauteur. « Tu avais raison, mais l'échiquier engage les hommes qui tiennent les fusils. »« Kaou, s'il te plaît, » bafouilla Jomo, tombant à genoux. « Nous sommes de la famille. Je gardais tout ça en sécurité pour toi. J'allais tout rembourser. » Kaou l'ignora. Il se tourna vers le flux en direct sur l'écran. « Amenez-la, » ordonna-t-il. L'écran changea, montrant les portes de la grande salle. Elles s'ouvrirent lentement et un calme s'abattit sur la pièce, plus profond que le silence lui-même. Entrant, soutenue par 2 femmes médecins, se trouvait la reine Nala. Elle était propre, vêtue d'une simple robe blanche. Ses cheveux étaient encore clairsemés, son visage encore émacié. Elle paraissait frêle, mais elle marchait, et ses yeux brûlaient d'un feu que Jomo pensait avoir éteint. Elle traversa la foule qui s'écartait. Les rois étrangers se levèrent par respect, voyant la vérité gravée sur son corps. Elle monta les marches vers la table d'honneur. Elle ne regarda pas Kaou. Elle regarda Jomo. L'homme qui l'avait jeté dans la boue. L'homme qui avait mangé sa nourriture. « Jomo » murmura-t-elle, sa voix amplifiée par le silence. « Tu as oublié une chose. Tu as oublié qu'une lionne n'a pas besoin de dents pour rugir. Elle n'a besoin que de son petit. » Jomo pleura, essayant de saisir le bas de son vêtement. « Nala, pardonne-moi. C'était le diable. » La reine Nala regarda Kaou. « Il est à toi, mon fils. Fais de lui ce qu'un roi doit faire. » Kilo regarda son oncle, puis la foule, puis sa mère. Le point culminant était arrivé. Le pouvoir avait basculé. Mais la question demeurait, quel genre de roi Kaou serait-il? Un roi de vengeance ou un roi de justice? Il leva la main, faisant signe à ses hommes. « Emmenez-le » ordonna Kaou. « Pas au donjon. C'est trop confortable. Emmenez-le au local du générateur. Dans la boue. Qu'il dorme là où la reine a dormi. Qu'il mange ce que la reine a mangé, jusqu'à ce qu'il comprenne le goût de la trahison. » Alors que Jomo était entraîné, hurlant, Kaou prit la main de sa mère et la leva bien haut. « Longue vie à la reine » cria-t-il, et la foule, voyant la vérité, voyant la justice, rugit en retour d'un son qui ébranla les fondations du palais, « Longue vie au roi » Le conflit était terminé. Les méchants étaient vaincus. Mais la résolution demandait une touche finale. Un coup de théâtre pour guérir les cicatrices des 10 dernières années. Le soleil du matin se leva sur le royaume d'Oku, mais c'était un soleil différent de celui qui s'était couché. Il ne brillait pas sur un palais de mensonges. Il brillait sur un palais de vérité. La grande salle était vide d'invités, les dignitaires étrangers étaient partis, murmurant des histoires sur le prince qui avait apporté la foudre et la reine qui s'était levée d'entre les morts. Dans les jardins royaux, le local du générateur restait silencieux. La mare de boue où la reine Nala avait dormi pendant 5 ans séchait sous la chaleur. Et à l'intérieur de la petite cabane immonde, le régent Jomo était assis, grelottant, mangeant un bol de manioc froid.
comprenant pour la première fois qu'une robe de velours ne vous tient pas chaud. Seul l'amour de votre peuple le fait. Le prince Kaou se tenait sur le balcon de la suite royale, regardant son royaume. Il tenait une tasse de thé, mais ses mains tremblaient. L'adrénaline du coup d'État s'était dissipée, laissant derrière elle le poids lourd et écrasant de la culpabilité. « Je l'ai laissé », murmura-t-il au vent. « J'ai conquis le monde, mais j'ai laissé ma propre mère être conquise. » Tu ne savais pas, une voix douce vint de derrière lui. C'était Nala. Elle était assise dans un fauteuil roulant, enveloppée dans une couverture. Son visage était propre, mais les cicatrices de la boue étaient encore visibles sur sa peau. Des lignes d'endurance gravées dans sa beauté. Kaou s'agenouilla près d'elle, enfouissant son visage sur ses genoux. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû savoir. J'ai envoyé de l'argent aveuglément. Je pensais que l'argent suffisait. Nala lui caressa les cheveux. Ses doigts étaient rugueux mais doux. L'argent est un messager, Kaou. Mais la présence est le message. Tu es ici maintenant. C'est tout ce qui compte. Mais je dois réparer cela. Kilo se leva, les yeux durcis par la détermination. J'ai commandé les bulldozers. Ils arrivent dans 1 heure. Nous détruisons le local du générateur. Nous allons creuser cette boue. Nous allons couler du béton par-dessus. Je ne veux plus jamais revoir cet endroit. Je vais y construire un jardin de roses pour enterrer le souvenir de ta honte. Les yeux de Nala s'agrandirent. Elle agrippa l'accoudoir de son fauteuil. Non, dit-elle fermement. Kaou sia. Non, maman. Cet endroit est un enfer. C'est là qu'il a essayé de te briser. C'est là que je t'ai sauvé, murmura Nala. Une étrange intensité gagna sa voix. Arrête les bulldozers. Kaou, emmène-moi là-bas, maintenant. Maman, tu es faible. Emmène-moi là-bas, ordonna Théel. Et dans sa voix, Kaou entendit la reine, pas la victime. Il poussa son fauteuil roulant à travers les jardins, retournant vers ce lieu de puanteur et de pourriture, vers le local du générateur. Les serviteurs regardaient, dans la confusion. Pourquoi le prince ramenait-il la reine vers la boue? Ils s'arrêtèrent au bord de la vase. Nala pointa un endroit précis. Juste sous l'avant-toit dégoulinant, là où la boue était la plus profonde, là où elle avait posé sa tête chaque nuit pendant 5 ans. Creuse, ordonna Théel. Maman. Creuse, Kaou, avec tes mains. Creuse là où ma tête reposait. Kaou entra dans la boue, ruinant une autre paire de chaussures. Mais il s'en moquait. Il s'agenouilla et commença à creuser, retirant des poignées de terre noire. Il creusa au-delà de la surface, au-delà des verres, jusqu'à ce que ses doigts heurtent quelque chose de dur. Clonk. Ce n'était pas une pierre. On aurait dit du métal. Kaou creusa plus vite. Tirant sur l'objet, il en sortit. C'était une lourde boîte en fer rouillé, enveloppée dans plusieurs couches de vieux sacs plastiques scellés avec de la cire qui avait durci avec le temps. Il regarda sa mère. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, dit Nala, les larmes coulant sur son visage. Kaou brisa le seau. Il força le couvercle rouillé. Les charnières grincèrent et à l'intérieur, reposant sur un lit de velours en décomposition, ne se trouvait ni or, ni diamant. C'était un lourd et ancien parchemin fait de peau d'animal, et à côté, le grand sudoku, le tampon d'ivoire massif qui portait l'esprit des ancêtres. Kaou eut le souffle coupé. Il reconnut le parchemin. C'était l'acte de propriété original du royaume, le document qui prouvait la souveraineté de la terre. Sans lui, le roi n'est qu'un propriétaire foncier. Avec lui, il est l'État. Le coup de théâtre, murmura Nala, sa voix tremblant d'émotion. Jomo ne voulait pas seulement l'argent, Kaou. Il voulait vendre au cul. Il avait passé un accord avec une compagnie minière étrangère. Ils lui ont offert des milliards pour exploiter nos forêts à ciel ouvert, pour détruire nos villages, pour transformer Okus en un terrain vague. Mais pour signer le contrat, il lui fallait l'acte de propriété. Et il lui fallait le grand sceau. Quand ton père est mort, j'ai su que Jomo viendrait les chercher. Alors je les ai pris et je les ai enterrés ici, dans la crasse. Dans le seul endroit où je savais que sa cupidité ne le laisserait jamais regarder. Kaou fixa la boîte. Puis sa mère. La réalisation le frappa comme un raz-de-marée. Il t'a battu, s'étrangla Kaou. Il t'a affamé. Il t'a jeté dans la boue. Pas seulement parce qu'il te détestait, mais parce qu'il cherchait. Nala acquiesça, sanglotant ouvertement désormais. Chaque jour, il me demandait, où est-ce, sorcière? Où as-tu caché le pouvoir? Il pensait que je l'avais perdu. Il pensait que j'étais folle. Mais je ne dormais pas dans la boue parce que j'étais impuissante, Kaou. Je dormais sur le seau.
J'étais le verrou de la porte. J'ai gardé l'âme de ce royaume avec mon corps. J'ai laissé la boue me recouvrir pour qu'il ne puisse pas te dépouiller de cette terre. Je t'ai attendu. Je savais que tu reviendrais, et je savais que si je le lui donnais, il ne resterait plus de royaume à gouverner pour toi. Kaou tomba à genoux dans la boue. Serrant la boîte rouillée contre sa poitrine, il regarda sa mère et il la vit véritablement pour la première fois. Elle n'était pas une victime de violences domestiques. Elle était un soldat. Elle était la plus grande guerrière qu'Oku ait jamais connue. Elle avait enduré 5 ans de torture, vivant comme un animal pour protéger son héritage. Pour protéger l'avenir de chaque enfant du village. Il rampa vers son fauteuil roulant et posa sa tête sur ses pieds, pleurant de manière incontrôlable, ses larmes lavant la poussière de ses orteils. « C'est toi le roi » sanglota Théil. « C'est toi le roi, maman. Je ne suis qu'un garçon avec un chéquier. Tu nous as tous sauvés. » Les serviteurs qui regardaient, qui avaient tout entendu, se mirent à pleurer eux aussi. Ils tombèrent à genoux, se prosternant dans la boue. Non par peur, mais par révérence. Nala se pencha et souleva le menton de Kaou. « Relève-toi, mon fils. La boue a fait son travail. Elle a gardé le secret. Maintenant, il est temps pour l'or de faire le sien. » Le dénouement vint rapidement, mais il ne fut pas celui que l'on attendait. Le mariage avec Amara ne fut pas annulé, mais il fut modifié. Kaou accompagna Amara à l'autel, mais il ne l'épousa pas ce jour-là. Il parla à son père, le roi voisin, « Ma maison a besoin de guérir avant de s'unir à la vôtre. Je ne peux pas être un mari avant d'avoir appris à être un fils. » Amara, voyant l'amour dans le palais, accepta d'attendre, car l'amour véritable est patient. Et Jomo, Kaou ne le tua pas. Il l'exila. Déchu de son nom, dépouillé de sa richesse. Envoyé travailler dans les mines mêmes qu'il avait tenté de vendre au royaume. Une fin digne d'un homme qui aimait les cailloux plus que le sang. Mais le plus grand changement eut lieu sur les terres du palais. Kaou ne fit pas paver le local du générateur. Il ne bâtit pas de jardin de roses. À la place, il engagea les meilleurs architectes du monde et fit construire un sanctuaire de verre autour de la parcelle de boue. Il préserva le local du générateur exactement tel qu'il était, le toit rouillé, les murs tachés, la dépression boueuse où la reine avait dormi. Et au centre de la boue, enfermée dans du verre par balle, il plaça la boîte en fer rouillé ouverte, montrant l'acte de propriété et le sceau. Sur la paroi de verre, il fit graver un message en lettres d'or. Un message que chaque visiteur, chaque touriste, chaque futur roi d'Oku devrait lire avant d'entrer dans le palais. Ici dormit la reine Nala, qui montra au monde qu'un trône n'est pas fait de velours et d'or. Un trône est fait du dos d'une mère, qui porte le poids du royaume et ne rompt jamais. Kaou régna pendant 50 ans, et il fut connu sous le nom de Kaou le Grand. Mais chaque soir, avant de prendre toute décision d'État, il se rendait au sanctuaire de verre, regardait la boue, et se souvenait que le fondement de sa gloire était une femme dormant sous la pluie. Fin.